On va passer au dossier numéro 2. Madame S, 28 ans, se présente en consultation d'urgence neurologique pour des troubles évoluant de façon rapidement progressive depuis 48 heures. Elle s'est initialement plainte de douleurs cervicales qui ne l'ont pas inquiétée, mais qui sont accompagnées de sensations de décharge électrique lors de la flexion de la tête sur le tronc, puis se sont installés des fourmillements de façon ascendante, touchant initialement les orteils, puis les membres inférieurs et remontant maintenant jusqu'au sternum. Elle ressent aussi depuis la veille des difficultés croissantes à la marche en rapport avec une faiblesse des deux membres inférieurs et des troubles de l'équilibre, ainsi que des besoins urinaires particulièrement urgents. À l'examen, vous retrouvez un déficit moteur des deux membres inférieurs, coté globalement à 3/5, une hypoesthésie des deux membres inférieurs et du tronc à tous les modes, remontant jusqu'au sternum. Le toucher de la région immédiatement sous-jacente est perçu comme douloureux. Première question, faites l'analyse sémiologique du texte. Deuxièmement, quelle est votre hypothèse topographique concernant les symptômes présentés par Madame S? Troisièmement, que recherchez-vous à l'examen clinique dans ce sens? Quatrièmement, quel examen demandez-vous en urgence? Les examens suivants sont réalisés, interprétez-les. Quel diagnostic suspectez-vous? Expliquez votre démarche afin de confirmer ce diagnostic. Votre bilan initial est en faveur du diagnostic évoqué et ne retrouve pas d'argument pour une origine infectieuse. Quelle est votre attitude thérapeutique immédiate? Enfin, Madame S vous relate un épisode antérieur survenu il y a 8 mois avec une sensation de voile blanc devant l'œil gauche et des difficultés à percevoir les couleurs. Cet épisode avait été spontanément régressif en 15 jours. Question 9. Au vu de ce nouvel élément, quelle est votre attitude thérapeutique au long cours? Madame S ne récupère alors qu'incomplètement de l'événement actuel et au décours, elle est particulièrement gênée par une raideur spastique des deux membres inférieurs. Que pouvez-vous lui proposer? Premièrement, faites une analyse sémiologique du texte. C'est l'étape essentielle en neurologie. Il faut apprendre à ne pas passer directement de la description du cas clinique à une hypothèse étiologique. Il faut toujours suivre la même démarche qui va être la suivante. Tout d'abord, faire une analyse sémiologique, puis en fonction des signes et symptômes présentés par le patient ou la patiente, évoquer une hypothèse topographique. Enfin, avoir recours à divers examens complémentaires pour confirmer cette hypothèse topographique, et après, passer à l'étape étiologique. C'est ce que nous allons faire dans ce dossier. Donc tout d'abord, l'analyse sémiologique du texte nous révèle déjà qu'il s'agit le terrain d'une femme jeune qui présente un tableau d'évolution aiguë. Aigu, c'est un terme important, ça fait quelques jours, mais ces symptômes ne sont pas survenus de façon brutale. On se rendra compte qu'en fonction du mode évolutif des symptômes présentés, on évoquera diverses étiologies. Ici, notamment, le caractère non brutal allait à l'encontre d'une pathologie vasculaire. Ces symptômes peuvent être regroupés en 2 syndromes. Tout d'abord, ce qu'on appelle le syndrome rachidien. Ce syndrome rachidien correspond à des douleurs, ces douleurs cervicales qu'elle a présentées dans un premier temps. Deuxièmement, elle présente ce qu'on appelle un syndrome sous-lésionnel. Le syndrome sous-lésionnel correspond en fait à une atteinte des voies longues qui passent au niveau médulaire et qui correspondent ici à un déficit sensitivo-moteur des membres inférieurs. Elle avait le déficit moteur qu'on a vu à l'examen clinique avec les difficultés à la marche, un déficit sensitif qui était tant tactile que proprioceptif car responsable de ces troubles de l'équilibre et de ce qu'on appelle le signe de l'hermite. Le signe de l'hermite, c'est lorsque le patient fléchit le cou et qu'il ressent des décharges électriques au niveau des membres. Ce déficit sensitivo-moteur, il a un niveau sensitif en D6. Le sternum, ça correspond à D6. Il peut y avoir fréquemment, juste au-dessus du niveau sensitif, dans les atteintes médulaires, une allodynie de la région sous-jacente. En plus de l'atteinte des voies motrices et des voies sensitives, il y a une atteinte des voies à visée sphinctérienne avec ce qu'on appelle les impériosités mictionnelles. Question numéro 2.
est la question de l'étape suivante de l'hypothèse topographique concernant ces symptômes. L'association des symptômes présentés par Madame S devait faire évoquer une atteinte du système nerveux central, mais plus précisément une atteinte médulaire, on l'a vu, par l'association du syndrome rachidien et sous-lésionnel. Même en l'absence de syndrome lésionnel, cette association est extrêmement évocatrice d'une atteinte, d'une myélopathie, d'une atteinte médulaire, avec surtout ce niveau médulaire sensitif en D6. Je vous rappelle que le niveau sensitif n'indique pas le niveau de la lésion. Il est en dessous du niveau lésionnel, mais peut-être bien en dessous. C'était le cas ici, puisque le fait qu'elle présente un signe de l'hermite nous orientait vers une localisation cervicale des symptômes. De plus, cette patiente, qui présentait un déficit sensitivo-moteur des 2 membres inférieurs, a une lésion médulaire bilatérale. Que recherchez-vous à l'examen clinique dans ce sens? Nous allons compléter notre examen clinique pour rechercher encore plus d'arguments pour cette atteinte médulaire. On va notamment étudier les réflexes ostéotendineux. On ne les précisait pas dans l'énoncé. Ces réflexes ostéotendineux qui seront typiquement vifs, polycinétiques, voire étendus ou diffusés, liés à l'atteinte des voies pyramidales au niveau de la moelle. Je vous rappelle toutefois qu'à la phase aiguë, on peut parler de choc spinal, même dans des contextes non traumatiques, ces réflexes peuvent être diminués, voire abolis. Deuxième type de réflexe, c'est le réflexe cutané plantaire. Dans l'atteinte bilatérale des voies pyramidales, on s'attend à voir un signe de Babinski bilatéral. Troisième type de réflexe qu'on étudie dans les atteintes typiquement médulaires, ce sont les réflexes cutanés abdominaux qu'on recherche en allant gratouiller de chaque côté l'abdomen du patient et qui entraînent naturellement une contraction abdominale. En cas d'atteinte des voies pyramidales, ces réflexes seront abolis. Autre élément à évaluer, c'est le tonus musculaire. Le plus souvent, à la phase aiguë d'une atteinte médulaire, même non traumatique, on peut avoir un tonus musculaire flasque, mais on peut aussi avoir une spasticité d'emblée, alors que celle-ci peut s'installer plus tardivement. L'examen demandé en urgence. Alors vous dites, petit malin, il y a 2 IRM après, on va dire IRM cérébral et médulaire. Non, ce que j'attendais de vous, c'est d'être spécifique. Elle a une atteinte cliniquement médulaire, donc on demandera un examen médulaire. Une IRM. On peut aussi préciser le niveau de cette IRM. On sait que le signe de l'hermite se voit dans les lésions médulaires cervicales. Donc on demandera une IRM au moins cervicale, le plus souvent cervico-dorsale. Précisez aussi toujours les séquences que vous souhaitez. Dans ce cas-là, c'est séquence T1, T2 et T1 avec injection. Il n'y a que la séquence T1 qu'on injecte, donc le T2 avec injection, ça ne marche pas. Donc séquence T1 et T2, on ne fait pas de flair sur une IRM médulaire. Les coupes qui nous intéressent sont souvent des coupes sagittales. Les coupes sagittales, c'est les coupes qui passent comme ça au milieu et qui nous permettent d'avoir une vue un peu d'ensemble de la moelle. Donc ça nous permet de localiser le niveau de l'atteinte et sur la lésion, on réalisera des coupes transversales plus fines pour évaluer son étendue horizontale. Bah justement, je vous donnais des examens complémentaires, dont une IRM médulaire, mais je vous donnais aussi une IRM cérébrale. Nous allons ensemble interpréter ces imageries. Premièrement, comme tout à l'heure, quand on interprète une imagerie cérébrale, on dit de quel type d'imagerie il s'agit. Là, on voit bien que c'est une imagerie qui permet d'avoir une très bonne visualisation du parenchyme, une moins bonne visualisation de l'os, qui correspondait à une IRM cérébrale. Quand on a une IRM cérébrale, il faut définir la séquence. Quand le LCR est blanc, le LCR, je vous rappelle, c'est ce qu'on voit dans les ventricules latéraux. Quand le LCR est blanc, c'est facile, c'est du T2. Ben là, c'était pas le cas. Là, le LCR est noir. Donc, quand le LCR est noir, on va regarder après l'aspect cortical. Le cortex, c'est tout ce qu'il y a autour à ce niveau-là.
Et on va regarder le cortex. Si le cortex est plus noir que la substance blanche qui est au milieu, on sera devant une séquence T1. Si, comme c'est le cas ici, le cortex apparaît plus blanc que la substance blanche, on est devant une séquence flaire. Sur cette IRM séquence flaire, en coupe transversale, autre élément à préciser, on repère des lésions qui sont blanches. Ces lésions qui sont blanches, on va les définir avec des mots de radiologue. Ce sont des hypersignaux qui sont multiples. Ces hypersignaux multiples sont disséminés au niveau de la substance blanche, surtout en périventriculaire, c'est ce que je vous ai mis là en rouge, mais aussi pour certains en sous-cortical, notamment celui-là qu'on voit ici. Ces hypersignaux multiples et disséminés de la substance blanche signent ce qu'on appelle une dissémination spatiale des lésions chez cette malade. La deuxième image que j'avais laissée à votre interprétation était une image d'IRM cervicale que vous voyez ici dans cette coupe sagittale. C'est une séquence T2 parce que le LCR est blanc. Je vous rappelle que le LCR, c'est tout ce qu'on voit de part et d'autre de la moelle. Et qu'en IRM médulaire, soit on fait du T1, soit on fait du T2. Donc LCR blanc égale séquence T2. Sur cette IRM, on voit une lésion de la moelle. Je vous rappelle que la moelle, c'est le cordon noir que l'on suit tout du long. Et dans cette moelle cervicale, on voit une lésion unique qui est, vous pouvez compter, à hauteur de C6, C7, en hypersignal T2. Cette moelle est étendue sur un espace vertébral et elle s'accompagne d'un renflement de la moelle à ce niveau. Quel diagnostic suspectez-vous? On voit qu'on a une patiente qui a une symptomatologie médulaire, qui présente une lésion morphologique médulaire sur l'IRM, avec en plus des éléments qui peuvent nous orienter vers une pathologie plus globale, sous forme de ces hypersignaux de la substance blanche disséminés sur l'IRM cérébral. Le diagnostic à évoquer était donc celui d'un événement démyélinisant à type de myélite transverse aiguë. Myélite transverse aiguë, myélite parce que inflammation de la moelle, transverse parce qu'il s'agit d'une lésion qui s'étend sur un espace vertébral, mais qui par contre est étendue en largeur, donnant des symptômes bilatéraux, et aiguë en raison du mode évolutif. L'imagerie encéphalique pouvait vous orienter vers une probable sclérose en plaques. Maintenant que vous avez suspecté une sclérose en plaques, devant cet événement démyélinisant de myélite, et en plus sur la dissémination spatiale des lésions à l'IRM cérébral, il va falloir confirmer votre diagnostic. Cette confirmation du diagnostic, elle se fait en deux étapes. Premièrement, un bilan du diagnostic positif, et deuxièmement, on va le voir ensuite, un bilan du diagnostic différentiel. Le diagnostic positif, il va chercher à retrouver des éléments de dissémination spatiale et temporelle, qui sont les deux mots-clés de cette pathologie. Pour rechercher des éléments de dissémination temporelle, on va déjà rechercher à l'interrogatoire des épisodes de déficit neurologique antérieur. Cet élément-là est essentiel, car si vous avez un autre événement antérieur, vous affirmez cette dissémination temporelle des lésions. Deuxièmement, vous allez rechercher une dissémination spatiale clinique en effectuant un examen neurologique complet à la recherche d'une atteinte des autres voies, qu'elles soient visuelles, pyramidales, des paires crâniennes, cérébelleuses. Vous recherchez une atteinte lésionnelle autre part qu'au niveau de la moelle. Ensuite, l'IRM cérébral qu'on vous a proposé était incomplète. Il fallait compléter cet examen grâce à des séquences injectées qui permettent de mettre en évidence des lésions plus récentes, datant classiquement de moins de 6 semaines, grâce à l'injection de produits de contraste. Autre examen indiqué pour faire le bilan d'une
probable sclérose en plaques, avec pour l'instant une patiente qui ne relate qu'un seul événement, c'est l'analyse du liquide céphalorachidien obtenu par ponction lombaire qui permet de rechercher une synthèse intrathecale d'immunoglobulines avec ce qu'on appelle des bandes oligoclonales. Je vous rappelle que si la patiente relate des épisodes antérieurs, globalement si on a la preuve d'une dissémination temporelle des lésions, la ponction lombaire, comme indiqué dans la conférence de consensus, n'a aucun intérêt. Deuxième élément qu'on a tendance à oublier, c'est l'élément du diagnostic différentiel. Il existe des pathologies, que ce soit des affections systémiques, des affections endocriniennes, carentielles ou infectieuses, qui peuvent mimer une sclérose en plaques, donner notamment une myélite avec des hypersignaux de la substance blanche. Il faut par un bilan clinique et paraclinique les éliminer. Le bilan clinique, il sera simple, rechercher un état fébrile, rechercher des signes de maladie systémique, notamment l'examen cutané. La porte d'entrée cutanée est une porte d'entrée assez évidente et facile à rechercher. Vous effectuerez donc ensuite un bilan immunologique avec dosage d'anticorps, antinucléaires, anti-DNA natif, latex vallère rose, un petit peu orienté aussi par la clinique. Un bilan endocrinien et carentiel. Je vous rappelle que notamment la vitamine B12, si elle est déficitaire, peut entraîner des manifestations neurologiques de type myélopathie associées à des hypersignaux de la substance blanche. Il faudra la doser de manière systématique car il s'agit d'une cause curable. Pareil, on recherchera des perturbations du bilan thyroïdien. Enfin, un bilan infectieux qui cherche à éliminer des pathologies infectieuses pouvant donner ce type de symptômes. Notamment, classiquement, on recherche une syphilis, un VIH, une hépatite, une tuberculose. Je ne l'ai pas mis ici, mais on peut aussi rechercher une infection par HTLV qu'on voit plus fréquemment chez les patients originaires des Antilles. Donc vous voyez que ce bilan est en 2 étapes. Les 2 étapes sont essentielles. Il ne faut pas foncer dans le tas en disant c'est une sclérose en plaques, c'est sûr. Il faut vraiment rechercher une maladie plus globale, une maladie systémique, pouvant mimer une sclérose en plaques. La sclérose en plaques constitue en quelque sorte un diagnostic d'élimination. Votre bilan initial est en faveur du diagnostic que vous avez évoqué. Super, c'est une probable sclérose en plaques. Vous n'avez pas retrouvé d'autres éléments pour un diagnostic différentiel, notamment infectieux. Il va s'agir maintenant d'améliorer votre patiente. Vous avez une patiente jeune, déficitaire, trouble vésico-sphinctérien des membres inférieurs, l'horreur. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'améliorer? Vous allez lui proposer un traitement par corticothérapie intraveineuse qui se réalise soit au cours d'une courte hospitalisation, soit en hôpital de jour. On réalise 3 jours de suite des bolus de corticoïdes, Solu-Médrol, 1 gramme par jour pendant 3 jours. N'oubliez pas qu'avant d'administrer une corticothérapie intraveineuse, il faut réaliser un bilan pré-thérapeutique, rechercher des contre-indications, notamment un syndrome infectieux récent, des brûlures mictionnelles, une poussée herpétique, et faire un bilan standard de base avec au moins une bandette urinaire, un ECBU, un ionogramme sanguin pour rechercher les troubles de la kaliémie qui peuvent être encore plus perturbés lors de l'administration de corticoïdes, et un électrocardiogramme, car je vous rappelle, les perfusions de corticoïdes à forte dose peuvent entraîner des troubles du rythme ou de la conduction intracardiaque. Les mesures associées à la corticothérapie, les mesures dites adjuvantes, sont aussi applicables dans ces corticothérapies de courte durée. Et pendant les 3 jours de traitement, on supplémentera la patiente en potassium. On lui prescrit un régime pauvre en sel et en sucre pendant les 3 jours de traitement. Souvenez-vous que les corticoïdes excitent un petit peu, donc essayez de l'administrer le matin si vous pouvez, parce que sinon vos patients vont vous détester car ils pourront pas dormir. S'ils ont des problèmes pour dormir, n'hésitez pas à leur donner un hypnotique pendant quelques jours. Là, ça lui revient, la patiente, elle vous dit « Ah bah oui, effectivement, j'ai eu il y a 8 mois cet épisode un peu bizarre où d'un œil, je voyais pas très bien, j'avais comme un voile devant l'œil, je percevais pas très bien les couleurs. Ça a duré 15 jours, je me suis pas inquiétée, j'ai pas consulté. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses car on prouve par cet élément la dissémination temporelle des lésions.
Et on arrive à un diagnostic de sclérose en plaques défini avec une indication à un traitement par immunomodulateur. Ce traitement immunomodulateur est indiqué si on a preuve de la dissémination temporelle et de la dissémination spatiale. C'est maintenant le cas. Les traitements par immunomodulateur que vous pouvez proposer, ça peut être des traitements par interféron bêta ou par acétate de glatyramère, de son petit nom, la Copaxone. Il faut l'instaurer immédiatement au décours de la poussée. En l'absence de contre-indication, vérifier la grossesse chez les femmes jeunes. Ces traitements immunomodulateurs, ils sont prescrits le plus précocement possible actuellement, c'est la dynamique actuelle, parce qu'ils ont prouvé leur efficacité sur la diminution de la fréquence des poussées. On dit qu'il s'agisse de la Copaxone ou des bêta-interférons, ils diminuent de 30-35% la fréquence des poussées. Par contre, leur efficacité sur le handicap à long terme n'a pas été démontrée. N'oubliez pas encore, mesure sociale qui va faciliter la vie de cette patiente chez qui on va prescrire un traitement extrêmement cher, de mettre en place une prise en charge à 100% indispensable. Elle récupère incomplètement, ça peut être le cas, certains patients font des poussées en des formes rémitantes, mais des fois ils ne récupèrent pas complètement, il reste quelques petits symptômes qui peuvent être gênants au quotidien et perdurer, notamment la raideur spastique des membres inférieurs qui va gêner la marche. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? On peut lui proposer deux choses, déjà des traitements médicamenteux ou des traitements non médicamenteux. Sur le plan médicamenteux, on peut proposer différentes techniques, notamment des traitements à prendre par la bouche, comme le lioresal ou le dentrium, deux molécules qui ont toutes leurs indications dans la sclérose en plaques. Les autres techniques qu'on peut proposer en cas de spasticité localisée à un muscle ou à un groupe de muscles, c'est l'injection focale de toxines botuliques. Je vous le rappelle sur le plan du traitement, n'oubliez surtout pas de rechercher des facteurs qui aggravent la spasticité qu'on appelle épines irritatives, comme un fécalome, une infection urinaire, qui sont fréquemment retrouvés chez ces patients neurologiques ayant des troubles vésico-sphinctériens, même à minima. Sur le plan du traitement non médicamenteux, c'est un des réflexes en neurologie, c'est la kiné. Kiné avec étirement et apprentissage des auto-étirements chez cette patiente. Voyez ce dossier complet d'évolution du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique chez un patient atteint de sclérose en plaques. La prise en charge a été... il y avait une conférence de consensus initiale en 2001. Toute la prise en charge a été réévaluée en 2006, donc avec cette nouvelle conférence de consensus édictée par l'ANAS. Les mots-clés, je vous le rappelle, c'est des mots-clés de dissémination spatiale et dissémination temporelle. Les deux peuvent être mis en évidence cliniquement. Et sur le plan radiologique, je tenais à vous rappeler les critères de dissémination spatiale et temporelle sur l'IRM. Déjà, la dissémination spatiale, définie par la présence de 3 des 4 critères suivants. L'existence de 9 lésions en hypersignal T2 ou d'une lésion prenant le GADO, avec au moins une lésion sous-tentorielle, qui peut être médulaire, au moins une lésion juxtacorticale et au moins 3 lésions périventriculaires. C'est ce qu'on appelle les critères de Barkov. La dissémination temporelle, c'est un petit peu plus compliqué. On a vu que dans notre dossier, c'était plus simple. La patiente avait un épisode antérieur qui prouvait cette dissémination temporelle des lésions. Par contre, chez le patient qui fait un épisode démyélinisant unique, on va essayer de démontrer la dissémination temporelle par l'IRM. On lui a proposé donc au moment de l'épisode une première IRM. Il va falloir la renouveler à 3 mois. Si à 3 mois, on a présence d'une nouvelle lésion qui prend le GADO, c'est sûr, on a une dissémination temporelle prouvée. Si par contre à 3 mois, il n'y a pas de nouvelle lésion prenant le GADO, on réalise encore une nouvelle IRM à 3 mois. Donc ça fait à 6 mois de l'épisode initial. Et si là, on a présence d'une lésion prenant le GADO ou d'une nouvelle lésion en hypersignal T2, on arrive au diagnostic de dissémination temporelle des lésions. Donc, soyez familiers avec cette démarche diagnostique
et de la dissémination temporelle et de la dissémination spatiale, car cela va valider ce qu'on appelle les critères de McDonald, et c'est dans ces conditions-là qu'on pourra proposer maintenant le plus précocement possible un traitement immunomodulateur à nos patients.